Mon nom est Jacques Grimaud, j'ai 54 ans, dont 36 passés dans l'expérience musicale, dans beaucoup de domaines, à savoir aussi bien la conception, la réalisation, la réparation d'instruments, que ce soit en percussion, cordes ou vent. Et mon expérience s'étend à l'enseignement, que j'ai pratiqué une quinzaine d'années auprès de la ville de Paris, auprès d'enfants, d'adultes, de vieillards. Et donc mon début n'est pas posé sur un enseignement classique ordinaire, mais sur l'expérience physique du son. C'est par intérêt pour le son lui-même que je me suis donc penché sur l'activité musicale dans toutes ses acceptions, jusqu'à la musique de film, par exemple. D'accord. Le thème particulièrement de cette interview, c'est les facultés curatives du son. Voilà. Dans quel cadre on peut considérer l'intervention thérapeutique sonore? Dans quel cadre? D'abord, il faut délimiter. Il semble, selon mon expérience, que le langage sonore s'adresse au vivant en général. C'est-à-dire que ce soit l'humain, l'animal ou même le végétal, il y a des réactivités au son, qu'il soit modulé sous forme de musique, c'est-à-dire dans un contexte culturel particulier, ayant sa forme et ses concepts et ses limites aussi. Mais d'une manière générale, le son a une activité immédiate dans le vivant. Le son est très particulier puisqu'on le situe à l'origine. Ça n'est pas l'aspect thérapeutique qui m'intéresse, auquel cas, puisque directement, si j'en prends ce chemin, ce qu'on appelle le Big Bang, je l'appelle Big Sound, à savoir ce qui s'est produit a été ordonné. Et la caractéristique du son, c'est d'être ordonné dans toutes ses parties. Est-ce que c'est pour ça qu'il a une action? Je pense que parce que cela se ressemble, analogiquement, les caractéristiques structurelles du son interviennent directement dans les caractéristiques structurelles des individus, notamment le vivant, qui est une structure complexe. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences actuellement, on remarque beaucoup d'effets du son sur les personnes, d'effets délétères et d'effets curatifs d'ailleurs, et peu d'explications sont avancées, peu de compréhension. On a peu de compréhension sur les phénomènes. Selon moi, la chose est ainsi conçue. Il y a des effets positifs ou négatifs, c'est-à-dire franchement thérapeutiques, bénéfiques ou non, par le fait que la musique, comme tous les sons ou les effets naturels, énergétiques, sont polarisés. En conséquence, il y a des choses qui peuvent intervenir en réordonnant le cadre dans lequel cela se manifeste, ou à l'inverse, déstructurant ce cadre. La déstructure amenant une perversion de l'équilibre, alors que c'est un retour à l'équilibre quand ce cadre est en relation. Quand on parle de polariser pour la lumière, ça veut dire qu'il y a un axe dominant. La lumière polarisée, selon moi, doit s'entendre la lumière diffuse, sans forme particulière, ou celle dont le rayonnement est ordonné. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne le son en ce qui concerne le son, il y a des harmonies coordonnées, et donc qui sont consonantes, et d'autres qui sont dissonantes. Et c'est celle-là, c'est la quantité relative, c'est l'emplacement. Et je préfère y aller de manière calme, c'est-à-dire si on considère le rythme, on a des macro-phénomènes très sensibles, puisque notamment dans les cadres tribaux et notamment religieux, le rythme sert à la mise en transe ou à la modification de la conscience directement, mais également à la dynamisation des organismes. Après, avec l'interruption, si je puis dire, du rythme qui fait place à la mélodie, on rentre dans l'intérieur de la personne, on a des effets moins physiques, moins macrophysiques et plus subtils qui sont directement liés à la conscience, mais à la conscience individuelle. C'est-à-dire qu'on peut orienter l'individu vers des états de mélancolie, de réflexion, de retour sur soi, beaucoup plus simplement avec ce procédé, ce qui n'arrive jamais avec la percussion. Donc ce sont des mondes différents. C'est-à-dire que la mélodie toucherait la dimension émotionnelle, que ne toucherait pas le rythme. On ne peut pas dire qu'elle touche la dimension émotionnelle seulement, elle touche une autre partie qui est le retour sur l'émotion. C'est-à-dire, autant dire que le rythme est surpris dans sa crudité, immédiat. En revanche, la mélodie engendre un retour sur des sentiments antérieurs, fait rappel de quelque chose.
Autant on vit le rythme dans l'état présent, autant la mélodie engendre non pas un état présent, bien qu'elle le puisse, mais un état en retour sur des émotions antérieures, des émotions subtiles. Et très souvent, il m'est arrivé, moi, dans ma pratique, de me servir des mélodies les plus simples pour remettre dans un état d'enfance, c'est-à-dire de non-critique, de non-observation systématique, séparer l'intellect de la chose qu'il perçoit. Voilà. Donc je me suis servi tout le temps des instruments mélodiques pour cette chose-là. Et au-delà, donc la troisième forme, la forme harmonique, elle permet de réintégrer l'individu à l'ensemble. Et elle a encore moins que la mélodique d'activité sur la zone physique, proprement parlé. Donc si je devais simplifier et clarifier mon exposé, je dirais que le rythme s'adresse davantage au paléocortex et au physique de l'individu, la mélodie plutôt au mésocortex et à son système énergétique interne, notamment tout ce qui suscite la mémoire par des éléments énergétiques, et au néocortex, tout ce qui est de l'ordre de la perspective et de la situation dans l'univers, c'est-à-dire une conscience très ouverte, venant de l'intérieur vers l'extérieur, mais susceptible d'accepter des échanges. Je crois que tout le monde peut concevoir ce qui est la différence entre le rythme et la mélodie. Est-ce que tu veux préciser la nuance qu'il y a entre la mélodie et l'harmonie? La mélodie, c'est un chemin unique dont on ne sort pas et on ne regarde que ce chemin. C'est une analogie que je forme. Lorsqu'on a un contrepoint, on a deux chemins, on peut passer de l'un à l'autre parce qu'il y a une petite perspective. En revanche, dans la musique harmonique, c'est toute la perspective musicale qui est présente, qui crée des contours, qui crée des formes, des ambiances localisables, etc., des points de tension qui n'existent pas forcément dans la mélodie. C'est-à-dire qu'on a un vocabulaire beaucoup plus riche, mais qui perd dans la relation avec la partie interne. C'est pourquoi j'ai trouvé fréquemment des gens beaucoup plus sensibles à la mélodie qu'à l'harmonie. En fait, je pourrais dire que très souvent, ce sont les personnes qui sont habituées à l'harmonie qui sont sensibles. Donc il y a un conditionnement quelque part qui existe. Sensible à la mélodie? Non, ce sont les gens qui sont plus habitués à l'harmonie, qui sont plus sensibles aux effets curatifs potentiels de l'harmonie. D'accord. Et ça s'apprend? Oui, c'est un conditionnement. Je pense que c'est une science, entre guillemets, de l'exercice, c'est-à-dire on se doit d'observer pour le fait que les impressions de chaque individu face à un même thème avec les mêmes instruments, etc., ce qui se peut grâce au magnétophone et tous les produits de reproduction, eh bien, sont disparates. C'est-à-dire qu'ils dépendent étroitement de la complexion de l'individu. Chacun, selon sa culture, son âge, ses relations physiques avec l'univers, réagit différemment, de manière quelquefois ambivalente. C'est-à-dire, à certaines périodes, il sera sensible en termes de construction grâce à la musique ou en termes de destruction. Je donne un exemple. La période de la vie où l'individu semble être le plus sensible, l'individu humain, à la musique semble être l'adolescence. Et en effet, c'est une période de restructuration, c'est une période de doute quant à l'avenir, etc. Donc d'instabilité. Or, ce sont ces périodes-là qui montrent la plus grande sensibilité et la plus forte relation à la musique. Pour les garçons, c'est l'âge du passage de la mue qui a été sur lequel se sont attardés des compositeurs comme Schubert, comme d'autres qui ont vraiment écrit pour les adolescents. J'entends bien, mais moi je fonde ça sur la nature et c'est plutôt le moment de l'irruption sexuelle, c'est-à-dire la polarité humaine justement. C'est au moment où il y a une séparation entre un genre par rapport à l'autre, comme si l'individu avait dans son âme, si je peux dire la chose ainsi, le souvenir de la séparation avec quelque chose de très fort, de très important. Grosso modo, on peut dire aussi que c'est la période de séparation avec la famille pour retrouver un territoire chez les amis et les relations amoureuses. Donc c'est une période de fragilité plus particulière qui est liée à la structure même de l'évolution de l'individu humain. En revanche, chez les animaux, on sait qu'ils pratiquement tous communiquent sur des bases musicales et que ça induit soit des comportements, soit des réactions, etc., qu'on observe facilement. Et autre chose en relation à ce que j'ai dit jusqu'avant, c'est que le chant, chez les animaux, on appelle ça un chant parce que c'est essentiellement mélodique et jamais polyphonique, est souvent le moyen d'appréhender l'autre. C'est-à-dire, c'est un mode de communication et en même temps de séduction.
Donc il me semble que le nœud de l'affaire se situe là. Et en effet, la musique, si je dois résumer ma pensée en quelques termes, soit séduit, soit éloigne. Donc ce phénomène d'attraction est bien là. Est-ce que la musique peut être fondatrice au nom de la mue? Parce que le mot mu suggère un changement de hauteur de voix, suggère... Je pense qu'il faut le prendre fondamentalement, c'est-à-dire la modification, le changement, l'irruption dans un espace et un temps différents. Par exemple, pour les adultes, enfin, c'est-à-dire les gens qui sont en passe de le devenir, ça peut prendre beaucoup de temps, étant dans cette période d'adolescence, la musique peut aider à construire véritablement l'individu. Et elle est même quelquefois fondamentalement impliquée. Et est-ce qu'on sait selon quelle modalité elle peut aider? Parce que, en quoi la musique peut aider à une modification physiologique? C'est quand même étrange. Non, parce que c'est le monde de la vibration, et la vibration directement implique le personnage qui se met à vibrer. Donc on peut considérer qu'il y a un lien harmonique justement entre différentes modulations, entre différents types de vibrations, etc. Et ça concourt à modifier les caractéristiques physiques d'abord, ensuite psychologiques et peut-être animiques en dernier lieu, aussi bien énergétiques que spirituelles, c'est-à-dire de l'ordre de la conscience. Mon expérience personnelle est assez particulière, puisque ayant été élevé dans des pensions, dans des collectivités sans grand attrait pour ce genre de pratiques artistiques, la seule chose qui m'ait fait changer radicalement de mode de vie, c'est lorsque j'étais en vacances en Normandie, je suis passé à côté d'une église dans la journée où on jouait de l'orgue. Et ça m'a tellement ému brutalement et profondément que je me suis mis à penser que la seule chose que je devais faire ce jour-là, c'était de retourner dans cette église pour entendre de nouveau ça. L'attraction était tellement puissante que j'ai quitté la collectivité dans laquelle j'étais pour retourner tout seul à l'église que j'ai trouvée, et fort heureusement pour moi, il y avait de l'orgue, et là j'étais littéralement dans un autre monde. Et ça a déterminé en quelque sorte mon avenir musical et totalement oblitéré d'autres aspects de ma personne, probablement. C'est-à-dire ça a pris le pas sur énormément de choses. Alors il m'arrive d'expliquer ça en disant qu'un individu s'imagine aller tout droit dans son existence grâce à sa volonté, à son expérience, au cadre dans lequel, mais je peux dire par cette expérience, que quelquefois on s'en va sans s'y attendre la seconde d'avant, dans un tout autre décor. Voilà. Par ailleurs, comme la musique c'est un univers ajouté à l'univers, qui n'est ni nécessaire ni indispensable, mais qui répond aussi des caractéristiques de l'univers, on peut s'attendre à ce qu'une étude approfondie de cet univers-là, qui est conforme à l'autre, puisse servir énormément le genre humain et l'environnement. C'est là qu'il y a quelque chose effectivement d'étrange, c'est que la musique est quelque chose d'a priori inutile. Oui, ça semble un supplément totalement inutile. Ça peut-être que ses origines ont été dans l'utilité, c'est-à-dire entendre les sons, savoir s'identifier à son extérieur, savoir identifier des choses. Les pythagoriciens le voient comme indispensable dès lors que tout le monde chante, même les planètes, même les étoiles, ce qui est vérifiable d'ailleurs, non pas dans le domaine sonore, mais dans le domaine de la vibration, restons cohérents, mais en plus, les pythagoriciens avaient fait remarquer que là où il n'y a pas communication directe par un langage ordonné et connu des deux parties, la musique peut servir et tenir lieu de langage. À savoir, dans toute civilisation, on a parlé de la relation entre l'homme et l'animal par le biais de la musique. Les oiseaux sont prépondérants dans la notion de spiritualité justement parce qu'ils chantent. Les anges chantent, louent le Créateur, etc. On n'arrête pas. On est dans un monde qui s'organise en fonction d'une hiérarchie musicale et qui montre que la splendeur peut se trouver dans la musique comme elle se trouve dans l'univers. Car c'est inutile et fondamental. Exactement, comme la plupart des choses, puisque si on raisonne de manière étroite, on va pouvoir dire, tiens, dans un orchestre classique, on a 18 violons et 6 joueurs d'alto, ben, on va virer 15 violons, on en restera, et puis on amplifiera leur participation, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas? Je ne sais pas si on peut en décider de manière aussi abrupte et si peu ordonnée. On sait par expérience, au moins une personne sur 10, quel que soit l'endroit du monde, que la musique transforme les individus. Que ce soit dans les civilisations les plus modestes du point de vue de l'évolution intellectuelle et scientifique, ou que ce soit dans les plus évolués, le résultat reste le même. La musique a un statut privilégié
exceptionnel en le sens où ça paraît totalement inutile, mais si on songeait un seul instant à la retirer du monde, ce serait un désert d'émotions, un désert de sentiments, un désert de communication, brutalement. Est-ce qu'on sait où elle est opérative? À quel endroit est-ce qu'elle est opérative? Ben, il semble qu'elle le soit partout, puisque justement les pythagoriciens faisaient de la musique le paradigme accessible à l'homme de l'univers entier, c'est-à-dire les lois de l'harmonie qui prévalent dans l'univers sont inscrites dans la musique, ce que l'on peut relativement facilement démontrer à partir d'observations ordinaires. Mais non pas par l'intellection, mais d'un point de vue sensoriel à ce moment-là, puisque la musique s'écoute. Non, puisque dans la musique, il y a deux parties à considérer, la musique qui fait sens et la musique dans sa structure qui se détermine par des relations mathématiques. Ou plus exactement, on écrit des relations mathématiques pour décrire ces objets musicaux. Savoir, on sait par expérience et par calcul déterminer les harmoniques de telle note, c'est-à-dire on prend des harmoniques, on va déterminer la fondamentale, etc. Ou l'inverse. Et ça, purement mathématiquement. Je crois que c'est Pascal qui disait quand on entend de la musique, on compte, le cerveau compte. Oui, mais enfin ça c'est un point de vue qui peut être aussi bien admis que critiqué, c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur fondamentale. Il me semble que ça s'adresse au contraire à l'univers, non pas pascalien, mais platonicien, les relations entre le sensible et l'intelligible. Or justement la musique opère dans ces deux domaines. Par conséquent, elle est véritablement une image du cosmos et de l'univers qui lui aussi fonctionne dans ces deux domaines, bien qu'on ne les sépare pas autrement que parce qu'on ait une conscience en marge de l'univers. Dès lors qu'on se sent dedans, tout est musique. Aussi bien l'eau qui coule, aussi bien le vent dans les branches, aussi bien des activités ordinaires ici et là. Le son d'une cloche au loin, ça devient musique. On a 5 sens et on a l'impression, on a quelquefois l'impression qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon, qu'ils n'ont pas la même importance, qu'ils ne touchent pas les mêmes strates de l'individu. Il y a une hiérarchie. Il y aurait une hiérarchie. Il semble, donc je vais faire rapide, que la hiérarchie se fonde sur les aspects les plus directs matériels, à savoir le tact, c'est le sens peut-être l'un des plus importants pour la vie amoureuse, mais on ne peut pas le dire sans avoir expérimenté ce que la voix de l'être aimé peut apporter, la vision de l'être aimé. Donc on dira simplement, c'est celui qui est le moins élaboré, parce que la sensation est relativement vite circonscrite dans l'expérience. C'est-à-dire, on doit avoir aux alentours de 240, ça c'est mon expérience intellectuelle, je ne sais pas dans la vérité, dans la totalité, 240 substances différentes, accessibles au toucher, au tact, et ça se limite aux alentours d'un petit nombre. Donc. Après, avec l'odorat, c'est encore pire. On est capable de sentir énormément mais pour créer une seule odeur, absolument rien n'est possible dans ce domaine. Donc ça, il me semble que c'est un sens très élaboré. Pour moi, si je devais répondre, je ne dirais que ceci. Il n'y a pas de sens hiérarchisé. Ça dépend de la manière dont on s'en sert. L'aveugle va se servir de tout ce qu'il a à disposition pour compenser. Il va développer, par conséquent, son ouïe et son toucher de manière beaucoup plus efficiente que n'importe quelle personne qui possède le sens de la vue. Inversement, le sourd est plus facilement attentif à ce qui se passe. Et comme le faisait Beethoven, en posant sa main sur son piano, il peut entendre organiquement ce qu'il ne peut pas entendre phoniquement. On ne sait pas si Beethoven n'entendait pas, puisqu'il y a des phénomènes acoustiques, des illusions acoustiques auxquelles on est tous sujets. Et peut-être que l'oreille est la plus particulière là-dessus, sur l'illusion qu'elle peut créer. On a des rengaines. Ça n'est pas l'oreille, c'est le cerveau qui fait ce travail. Il ne le fait pas en visuel, il le fait pas en audio. Il le fait dans tous les domaines. Il le fait dans tous les domaines parce que le sentiment et la mémoire sont fondés sur justement l'interprétation par le cerveau qui transpose des éléments physiques sensibles organiquement en des sensations, des sentiments, etc. C'est lui qui fait ce travail-là. Ce n'est pas le son, puisque sinon on aurait une réponse équivalente d'un organisme à l'autre. Par exemple, autre exemple que je prends fréquemment dans une discussion, c'est on va, deux frères, au même concert, il y en a un qui dit « Oh, je me suis enquiquiné, c'est nul », et l'autre dit « C'était extraordinairement, c'est super, c'était génial, etc. » Et donc, c'est le même concert, les places sont l'une à côté des autres, les individus arrivent justement ou près ou non, et c'est ça qui peut modifier considérablement la chose. Il n'y a pas pour moi de rapport objectif possible entre ce qui est fait et ce qui est perçu.
D'abord parce que les disponibilités ne sont pas les mêmes. Quelqu'un, par exemple, qui a eu un décès dans sa famille risque de ne pas être du tout sensible à la même musique qu'il aura entendue au moment où il n'avait pas cette douleur. Donc toutes ces variables sont à prendre en considération. Et c'est là qu'intervient la notion d'art thérapeutique, de médecine. C'est-à-dire c'est le médecin, entre guillemets, de la musique, qui doit percevoir aussi précisément que possible la nature du sentiment, l'état où est la personne au moment où il l'apprend, et ce qu'il peut faire pour aller dans le sens en question. Ça veut dire que c'est une chose qui ne s'apprend pas vraiment autrement que par l'expérience directe, la sensibilité, la qualité de l'observation, le rapport direct hypersensible, c'est-à-dire éventuellement des données qui ne sont pas figurées en surface chez l'individu. Je prends pour exemple, lorsqu'on serre la main de quelqu'un, qu'on voit et qui vient en consultation, entre guillemets, on a des indications qui ne relèvent que d'une observation manuelle. Et ça dépend de sa propre texture à soi-même. Si soi-même on a la main chaude, l'autre paraîtra froid. Si on a la main molle, elle paraîtra dure, et ainsi de suite. Donc ce sont des relations de proportion. Et tout ça, ça n'est que très difficile à quantifier. Pour ma part, on ne peut pas former véritablement quelqu'un autrement qu'avec une expérience et un bagage sur d'autres expériences antérieures. Mais toute personne qui commence à travailler dans ce domaine s'aperçoit que la musique a des effets immédiats, notamment chez les animaux de haute qualité. On peut faire qu'un animal, quel qu'il soit, qui est nerveux, qui est inquiet, etc., change de comportement au contact de la musique. J'ai eu l'occasion, avec des amis, de faire de la musique, et à chaque fois qu'on jouait tel morceau, le chien, le petit chien de la variété papillon, se mettait à quatre pattes, s'aplatissait, fermait les yeux et se relevait, se mettait à hurler. Ouh, comme ça, jusqu'à la fin du morceau. Et après, il restait un moment mélancolique, faute d'avoir un autre terme. Et à chaque fois, sans aucun problème, le même morceau le rendait dans cet état. On pouvait s'amuser en disant, tiens, on va le... Sans qu'on puisse savoir pourquoi ce morceau. Voilà, objectivement, il n'y a aucun moyen de savoir, ce qui fait que ce comportement est induit par le morceau. Mais réellement, c'est le morceau et lui seul. Donc on ne sait pas ce qui est opératif. Hein. Non, on ne sait pas, on ne peut que constater justement. Alors comment est-ce que comment je m'oriente là-dedans? Simplement que je prends le morceau en question et je le décompose dans ses facteurs généraux. Est-ce que c'est une musique rapide, lente, moyenne? Est-ce que c'est une musique à haute fréquence, basse fréquence? Est-ce que c'est une musique avec des percussions, etc.? Les paramètres, je les étudie et je les expérimente autour, séparément. Donc je constate le comportement parce que j'expérimente. Et ça, c'est une chose que l'on peut faire, mais avec les humains, c'est délicat. Mais on prend de l'assurance, si je puis dire, très rapidement, en fait, enfin je dis rapidement, il faut quand même une bonne quinzaine d'années d'expérience pour dire, je pense que ça va fonctionner chez cette personne. Je vais prendre un effet simple que je constate à chaque fois que je donne des concerts. Et si je présente un thème dont la percussion imite le battement du cœur humain, le résultat est immédiat, c'est le repos, le calme, la tranquillité, le bien-être. À condition que ça soit lent ou que ça ralentisse. Dès lors que c'est un... Non, c'est une imitation normale d'un cœur humain en train de battre, s'il n'est pas, comment dire, s'il n'a pas fait la course dans les escaliers. C'est le contact, si je puis dire, habituel. Le cœur, on va dire, s'il bat entre 65 et 75 coups par minute, c'est la bonne fréquence. Parce que c'est exploité par des musiques de type techno. Alors j'ajouterais simplement que c'est valable avec des écarts congruents, c'est-à-dire on ne va pas faire boum 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 à la percussion au même rythme. On va faire boum boum, laisser sauter un battement de cœur, et voilà. Et dès lors que ça s'installe sur cette fréquence, immédiatement le résultat est sensible. C'est-à-dire qu'il est efficace. Donc il y a des rapports entre la rythmique organique et la rythmique musicale, sans aucun doute. Et ce rapport, il est lié à la vibration, indépendamment de la fréquence. Donc il y aura un effet opératif qui serait l'adéquation de l'organisme sur ce qui est entendu par l'oreille. Plutôt l'inverse. C'est-à-dire le musicien doit adapter son savoir musical à ce qu'il peut percevoir de la personne, notamment les rythmes basiques. Donc c'est, par exemple, le rythme respiratoire, il peut se reproduire par des phases musicales dont la longueur ressemble à un cycle ou une partie du cycle.
Par exemple, si on veut induire un ralentissement de la respiration chez quelqu'un, on a intérêt à choisir un morceau dont l'écriture musicale correspond à cette dimension-là. C'est-à-dire avec une inspiration et une expiration. Dès lors qu'on introduit des tensions, je vais prendre d'autres exemples plus faciles à suivre culturellement. La musique de jazz ne pouvait pas naître ailleurs qu'au sein d'un peuple qui a des habitudes musicales qu'il n'a pas quittées d'ailleurs, et qui était l'expression la plus adéquate de son trouble parce qu'il n'était pas en mesure de s'en expliquer verbalement. Donc pas de vocabulaire adapté à cette souffrance-là. Donc aux États-Unis, on se retrouve avec une population rejetée, qui n'est pas en mesure de discuter de ses troubles avec ceux qui les rejettent, et qui s'exprime à travers la musique, et on voit immédiatement dans la musique des constituants particuliers de déséquilibre qui demandent des résolutions qu'on a dans la musique classique, la musique de bourgeois, voilà, où les gens vont très bien, viennent là pour se montrer, etc., ne souffrent pas. On voit que ces déséquilibres liés au jazz ont su attendrir, si je puis dire, l'âme d'autres personnes qui se sont dit c'est une musique de gens qui souffrent, bien qu'elle soit joyeuse. Alors j'ai trouvé dans mes pérégrinations musicales des définitions assez étonnantes en ce qui concerne ce qu'on appelle désormais la musique ethnique, qu'on pouvait appeler à une époque la musique populaire, ce qui me paraît plus convenable, ou encore musique folklorique. Et là, c'est très inconvenant. Eh bien, j'ai constaté que les musiques les plus échevelées, les plus joyeuses, sont toujours tempérées d'une mélancolie subtile, et à l'inverse, les morceaux les plus mélancoliques recèlent des aspects heureux et joyeux dedans. Ça montre cela qu'il y a un équilibre dans la vie populaire qui est lié à la moyenne, si je puis dire, entre les grandes explosions libératoires et la vie intime compressée. Voilà, j'attribue ces choses-là. Et ce sont des compositions populaires, c'est-à-dire on oublie qui est le compositeur, mais souvent c'est extrêmement subtilement amené. Ce sont de belles choses, et on voit d'ailleurs beaucoup de compositeurs qui sont allés s'inspirer directement dans les thèmes populaires, ne serait-ce que par exemple Brahms, qui a pratiquement fait la moitié de sa carrière en empruntant, je dirais que oui, ou d'autres qui vont chercher dans le chant des oiseaux, comme Beethoven, l'inspiration, ou comme Olivier Messiaen, qui directement écrit des partitions prises au Loriot, etc. C'était le nom de sa femme, j'en profite, Yvonne Loriot. Donc c'est assez curieux. On a l'autre exemple de Fauré, qui entendait mal la musique, puisque son oreille était déconnectée, et le cerveau aussi. Il entendait les sons aigus plus graves et les sons graves plus aigus. Donc fatalement, il y avait une transposition à faire, il la faisait, parce que son cerveau rectifiait. Il y avait une rectification en quelque sorte technologique, mais biologique en même temps, pour restituer à ce qu'il entendait sa vérité fonctionnelle, c'est-à-dire une musique agréable, et non une cacophonie de mélange d'incongruités. On a un peu donc sur les musiciens, ce qui est connu aussi sur les peintres, c'est, je veux dire, il y a beaucoup de peintres qui étaient réputés, on pense à Van Gogh ou d'autres, pour avoir justement des particularités perceptibles, qui fait que ça. Alors on entre dans la musique parce que cette manière qui appartient au langage, ça s'appelle la transposition. C'est-à-dire que l'artiste, quel qu'il soit, part de l'induction naturelle, puisqu'il s'instruit dès sa jeunesse par la nature, et après transpose et donne dans cette transposition une partie de ce qu'il connaît pour l'avoir vécu, c'est-à-dire l'extérieur, et l'autre partie, c'est sa perception, son intérieur, ce qu'il veut restituer. C'est pourquoi les anciens disaient que l'art est au-delà de nature. Avec beaucoup de perspicacité, vous avez remarqué que l'art prend sa base sur l'observation de la nature, mais va au-delà. C'est-à-dire que ce qui est faux, parce qu'en réalité, ce qu'un artiste sort de lui-même, il le sort de la nature, puisqu'il en fait partie. Mais on peut dire que la reproduction de la nature, c'est une forme de l'art, mais c'est une forme qui ne va pas à son terme. Le terme de l'art, c'est pouvoir restituer tous les sentiments à partir de choses qui appartiennent aussi à la nature. On a l'exemple d'un peintre quasi contemporain, décédé depuis peu, c'est Bacon. Donc Francis Bacon, qui était malade mental en réalité, qui était un peintre d'une sensibilité maladive, et donc qui arrivait à restituer son angoisse existentielle à travers ses peintures avec beaucoup de finesse et de talent, à tel point que d'autres peintres se sentaient incapables de reproduire cela, ne serait-ce que techniquement. Alors on a Odilo Redon qui lui donne des structures qui le stabilisent.
C'est comme ça qu'il voit le monde, avec non pas une rigidité comme on pourrait l'imaginer, mais une perfection dans l'ordre, dans la forme, etc. Voilà. D'autres aussi utilisent le contact de couleurs inhabituel dans la nature pour rendre le caractère violent de l'expérience, par exemple sentimentale. Toutes ces choses-là, ce ne sont que transpositions. Alors justement, on arrive à être dissonant, par exemple, quand on fait de la musique ensemble, ce que la nature ne fait pas. Il est rare d'entendre des dissonances dans le chant des oiseaux. En effet, mais la nature est comment dire, beaucoup plus perfectionnée et pointue en musique que n'importe quel musicien, que ce soit les meilleurs compositeurs, arrangeurs ou interprètes. La différence, c'est que la nature fabrique elle-même ce qui la constitue. Donc elle maîtrise la totalité de la chose. L'instrumentiste, la plupart du temps, il ne sait même pas réparer son propre instrument, il ne sait pas comment ça fonctionne. J'ai enseigné justement la fabrication d'instruments rudimentaires, notamment des flûtes et des percussions. Eh bien, même des gens qui étaient allés à l'université, qui même pour certains possédaient un doctorat, étaient totalement incapables de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Mais l'oiseau non plus, je ne sais pas. Non, il a un larynx, il ne sait pas comment ça fonctionne, mais il sait s'en servir. Le musicien, il a besoin d'un apprentissage très long. Le merle, en une année, il est au maximum, et il le restera d'ailleurs, de ses possibilités. Ce qu'on remarque, c'est que le merle est assujetti aux mêmes règles que le musicien, à savoir, il est obligé d'écouter d'autres merles pour avoir en quelque sorte un bagage musical. Mais quelquefois, quand il est plongé dans une autre dimension, surtout l'espèce du merle en général, il va apprendre les sons simplement parce qu'il écoute. C'est une variété de merle qu'on trouve en Inde qui imite la voix humaine à la perfection, c'est le ménat, c'est une variété de merle. Il suffit simplement de lui couvrir la tête pour qu'il n'observe plus, qu'il soit obligé de compenser par l'audition. En parlant justement des anciens, et on parle de Jean-Sébastien Bach, ça me fait penser à la tonalité, ça me fait penser au monde tonal. Très grand maître de la musique, et sans aucun doute. Alors, est-ce qu'on peut justement entrer un peu là-dedans? Enfin, j'ouvre un peu le sujet, je sais il est vaste, je ne sais pas jusqu'où on ira là-dessus. Les oiseaux chantent juste. Oui. Le fait d'avoir créé la musique tonale a probablement induit une certaine fausseté possible. Est-ce que dans le modal, on pouvait être faux? Ça, c'est plusieurs questions. Alors, je vais rentrer petit à petit. En considérant les oiseaux... Est-ce qu'ils sont dans le modal, les oiseaux? Apparemment, oui. Apparemment, oui. Parce que je crois que simplement ils se repèrent sur les sons fondamentaux dans la nature. C'est-à-dire qu'une analyse globale montre qu'ils sont plutôt liés à la quinte, à la sixte, à la quarte et à la tierce en dernier lieu. C'est-à-dire ils prennent l'ordre physique proposé par la nature. Je reprends un petit peu l'explication. Lorsqu'on expérimente avec un monocorde, on voit que la corde, si elle vaut 1, c'est la moitié qui va donner l'harmonique égale à la tonalité, à la note de base, mais donc à l'octave au-dessus. Si on la partage en 3 parties, c'est-à-dire un nombre impair, elle va donner la quinte. Si on recommence en 5 parties, il va donner une tierce majeure. Donc généralement les oiseaux, ils fonctionnent comme ça, le rapport de quinte, même les animaux en général. Les félins, très souvent, feulent sur une quinte. Donc je crois que c'est cette fondation-là qui est liée non pas à une idée musicale dans leur conscience, mais simplement à la constitution organique de leur corde vocale qui fonctionne mieux sur des rapports de tension qui sont induits par la matière elle-même. L'âne est connu pour son intervalle d'octave ou de quinte plus précisément. De quinte, ouais. Mais il peut utiliser les deux, mais le plus souvent c'est. Ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que s'il y a des difficultés à appréhender une gamme naturelle, qu'on pourrait dire copier sur les oiseaux ou d'autres animaux, chanteurs, notamment les grenouilles qui sont expertes en Amérique latine, il y a des quantités invraisemblables de grenouilles qui chantent, et en même temps, et c'est étonnant parce que ça donne un concert avec des perspectives sonores et des éloignements, des rapprochements, des puissances, des tons, etc. Très très en Argentine. Bon, et bien ça, nous, parce qu'on fabrique des instruments qui ne sont pas directement posés sur la matière organique vivante, on a du mal, à mon sens, à constituer des gammes justes. Voilà, d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'il y a un écrasement du son, plus on va vers l'aigu, mais bon, j'ai résolu ça à ma manière. L'analyse physique me montre que si on a un monocorde dont la corde est conique, ce qui ne peut pas se concevoir techniquement, on doit pouvoir tomber sur des relations justes. Voilà, et ne pas subir la loi des communs.
c'est-à-dire des compressions de tons plus on s'élève. Est-ce que je peux entrer un peu dans le détail de cette nuance qu'il peut y avoir entre les modes et Oui, oui. qu'il peut y avoir entre les modes et la tonalité? Alors, qu'est-ce que c'est que les modes et qu'est-ce qu'on a ajouté? Quel est l'apport de la tonalité? C'est en effet un domaine complexe. On doit appeler tonalité la texture générale d'un morceau parce qu'il commence sur certaines notes qui seront les mêmes à l'issue, à peu de choses près, qui seront issues d'une même structure qu'on appelle une gamme. Ça, c'est le mode. Mais lorsqu'on... c'est la gamme. Si on passe dans un mode, ça n'est plus les notes en question, ce sont les rapports entre les notes, c'est-à-dire les distances entre les notes et les effets. C'est pourquoi les Grecs, qui étaient plutôt tournés vers la musique justement dans ses qualités thérapeutiques, se préoccupaient davantage de cela. Ça n'est pas la note qui fait le soin, c'est les rapports, les relations entre les notes. Ce sont donc les intervalles. La différence, c'est que lorsqu'on joue en mode, d'une manière générale, qu'on prenne par exemple le mode mixolydien, on va démarrer dans un endroit d'une gamme qui est la même partout tout le temps. Et par conséquent, je vais donner un exemple un peu bête. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. On a seulement entre Mi et Fa un intervalle d'un demi-ton. Donc on passe de Mi à Fa par le même intervalle qu'entre Ré dièse et Mi. Donc je continue. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, et de Si à Do on repasse par le même intervalle. Ce sera toujours cela, une gamme majeure. En revanche, si je commence cette gamme majeure, non pas sur le Do, mais sur le Ré dièse, j'aurai une structure, la même, mais prise à un endroit différent. Et cela, ça va faire des tensions entre cette note qui est la fondamentale, différente que celle qui existait dans l'autre structure, qui est pourtant la même, rigoureusement la même. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'explique qu'on ne peut pas montrer mathématiquement comment ça fonctionne. Il n'y a pas de moyen, parce qu'il n'y a pas de référentiel en mathématiques, hormis le 1. Donc on a toujours le même référentiel, on ne peut pas faire autre chose. Si je demandais à quelqu'un de compter en deux bases ensemble, la base 10 et la base 13, ça fait littéralement éclater une cervelle. Il n'y a pas possibilité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et les rapports de proportion ne sont plus les mêmes. De 1 à 13, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça change de dire que le Do est à 100 Hz ou 110 Hz, par exemple? Absolument rien, puisque c'est l'intervalle qui fait la musique. Mais c'est pas la hauteur. Ah non, absolument pas. La tonalité n'a strictement rien à voir avec l'efficacité. Voilà. En revanche, on sait que certaines tonalités conviennent mieux à tel type de personnage ou à tel type de comportement. C'est-à-dire l'expression... Voilà, ça c'est ma... Et donc le fait d'être en Ré dièse ou en Mi bémol ou en Fa dièse ou en Fa ou en... Quelle importance ça peut avoir plusieurs importances pour l'instrumentiste, pour celui qui écrit et pour celui qui reçoit la musique, parce que tout à l'heure je parlais de Ré mineur, j'ai constaté que le Ré mineur c'est une tonalité, une tessiture qui convient parce que, à mon sens, elle fait référence à la base ordinaire de la voix humaine et elle se positionne dans un endroit médian. Sur un Ré mineur 440, avec un La à 440. Voilà, c'est ça, à partir d'un La 440, codifié à peu de choses près, parce qu'il y en a qui considèrent que le La devrait être à 432 et d'autres à 445, donc voilà, à très peu de choses près. Est-ce que ça veut dire, partant de là, ça me fait penser aux recherches de l'Inde ancienne, mais je dirais en France, il y a quelqu'un qui était synesthésique, qui a eu ces impressions-là, c'est Marie-Louise Aucher. Entre autres, oui. Voilà, il y en a eu beaucoup. Il y a Debussy aussi qui a beaucoup travaillé sur ces relations énharmoniques ou disharmoniques, etc. Debussy? Oui. Et qui a fait en quelque sorte le travail, il a préfiguré les travaux des dodécaphonistes, etc., et des intellos qui sont insinués dans la musique. Est-ce que donc on peut... Je pense qu'il faudra développer ça tout à l'heure parce que ça exprime justement le rejet de l'homme en général pour la musique d'intellectuel. Alors, je n'ai pas efficace d'ailleurs dans le domaine thérapeutique. J'avais relevé tout à l'heure le phénomène des dissonances, qui est quand tu parlais de musique qui exprime de la souffrance, parce que les dissonances apparaissent aussi dans des musiques exorcistes, par exemple. Bien sûr. Et c'est quelque chose d'assez... Qui est constitutif de la gamme.
qui est constitutif de la musique. Ça apparaît dans la musique. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que, si je me réfère à une analogie simplette, si l'on considère qu'il y a deux dissonances caractérisées dans la gamme, n'importe laquelle, le rapport d'un demi-ton positif ou négatif, il n'y a que ces deux-là, on peut dire que ça représente un ton, c'est-à-dire 1/7 de l'existence humaine est consacré au désordre, au malheur, à la difficulté de vie, etc. Enfin, ça c'est une analogie facile. Ça veut dire que dans la musique, il y a une règle qu'on retrouve dans toutes les existences, c'est-à-dire il y a une zone de danger, d'instabilité, de désordre et de risque. Il y en a plusieurs, il y a le Triton aussi, qui est célèbre. Oui, mais comme il a sa résolution, on ne le considère pas. Je veux dire structurellement, physiquement. C'est quoi sa résolution? On peut le résoudre, on ne le met jamais en fin de morceau. C'est une relation qui n'est pas, comment dire, constitutive de la gamme, c'est un point particulier dans la gamme. Je parle de la gamme physiquement. C'est-à-dire que tout rapport de demi-ton sera considéré comme désordonné, quel que soit le type de musique. Et est-ce que le triton peut l'utiliser dans certains domaines, dans certains styles d'ailleurs. Est-ce que tu peux donner des exemples justement d'expériences thérapeutiques à partir du son? Comment ça avait fonctionné? Qu'est-ce que ça a donné? Déjà, on Comment peut. Ça s'est Voilà. conçu? Alors, déjà, très rapidement, je me suis retrouvé confronté à ce genre de choses parce qu'à cette époque de mon existence, je m'occupais d'enfants dans les colonies. J'avais une grande expérience de la vie de collectivité avec les groupes, etc. Et je démarrais en quelque sorte ma vie musicale qui commençait, puisque j'ai attendu pratiquement d'avoir la majorité pour pouvoir expérimenter. Faute de sous et faute d'espace personnel pour le faire. Et parce que ça me préoccupait moi-même, ça me motivait profondément. Et donc j'ai attendu le moment de pouvoir m'acheter un instrument, de pouvoir m'y exercer, etc., sans me préoccuper de savoir lire la musique. C'est simplement ce que j'entendais. Donc j'étais un oiseau en quelque sorte. J'écoutais et je reproduisais, ou un singe. Et donc, à mes débuts, je suis obligé un petit peu d'expliquer mon expérience parce qu'elle est particulière. J'imitais ce que j'entendais dans des disques. Ces disques étaient joués à partir de la référence La 440 avec des instruments en La. Alors que moi, je jouais sur un instrument dont j'ignorais qu'il était construit sur une base en Sol dièse. Donc, toutes mes notes étaient altérées. Donc, j'ai dû apprendre, et je ne m'imaginais pas qu'il en puisse être autrement dans la musique. Je ne savais pas qu'il y avait des procédés beaucoup plus simples. Donc, j'étais obligé de faire des demi-trous, des quarts de trous, des clés, et tout ça, et ça m'a amené à me préoccuper de savoir s'il y avait un procédé plus simple. Donc j'ai commencé à fabriquer mes instruments. Pourquoi on était obligé d'avoir des clés, des choses complexes? J'ai tout de suite remarqué que ce qui coordonnait la possibilité musicale, c'était le caractère vibratoire de la chose qu'on mettait. Voilà. Donc j'étais obligé d'utiliser une énergie extérieure, mécanique, soit la percussion pour l'instrument percussion, soit gratter pour l'instrument à cordes, mettre en mouvement, soit créer une colonne d'air, voilà. Ça c'est le premier principe. Et j'ai étudié toutes les possibilités. Je me suis aperçu que pour les flûtes, il fallait partager le souffle sur une encoche, quelle qu'elle soit, quelquefois pas d'encoche, mais sur un bord fin. Hop, ça crée donc une vibration. Et cette vibration peut être modulée parce que l'on allonge ou diminue, selon la position des doigts, cette partie-là. Pour la corde, il s'agissait de réduire la dimension. Pour le tambour, comme il n'a pas de modulation, mais on peut le créer, on pose le doigt ou l'autre baguette sur la peau de manière à créer des tensions différentes. Une fois compris ce principe, j'observais que pour ce qui est des tubes, c'est-à-dire l'induction sonore par un souffle, la longueur du tube jouait son rôle, son volume jouait un rôle. Et je me suis mis à fabriquer des instruments dans des volumes complexes. J'ai pris une corne de vache et j'ai dit, tiens, avec ça, je vais faire une corne pour souffler un La 440 parfait. Donc j'ai calculé le volume avec du sable, parce que je ne pouvais pas mathématiquement formaliser tout ça. Et toutes ces choses m'ont donné une expérience directe qui m'a fait me retourner après vers la musique des musiciens, la musique écrite. Et là, j'ai constaté qu'il y avait des incorrections, si je puis dire, entre la musique écrite et la musique physique. Quelquefois, des incorrections graves qu'on contournait grâce à des codifications, dont celle de Jean-Philippe Rameau et Jean-Sébastien Bach, la musique tempérée.
Ça veut dire qu'on était tenu à travailler, à ne travailler d'ailleurs assez singulièrement que dans l'espace de 7 octaves. 7 octaves du piano. Voilà, exactement. Et de la tessiture humaine maximale. C'est-à-dire entre l'homme qui chante grave et la femme qui chante suraigu, on a 7 octaves et ça ne dépasse pas. Donc il semble que la nature, en quelque sorte, nous dise en dessous et au-dessus, vous êtes dans un autre domaine où les mêmes lois ne sont pas pratiques. C'est-à-dire elles ne sont pas sensibles. Et ça se vérifie. Avec des infrasons, on crée des maux de tête terribles et avec des ultrasons, des angoisses existentielles. Donc sans rentrer dans cette partie-là, puisque c'est la partie moderne, j'ai constaté très rapidement que les notions de rythme étaient susceptibles de faire que spontanément les enfants rentrent dans le rythme ou n'y rentrent pas. Et ça détermine donc 2 catégories d'individus. Généralement, les enfants qui rentrent dans le rythme, ce sont des enfants qui, du point de vue kinétique du mouvement, seront adaptés, seront souvent des danseurs, seront souvent des gens qui ont une facilité à communiquer, à parler en public, à se retrouver dans des situations de théâtre, à conflictualiser des relations, à les rechercher quelquefois, à prendre du pouvoir. Tout ça, donc, ça a été pour moi normalisé à partir d'expériences immédiates et j'ai sectorisé. L'autre, celui qui a des soucis kinétiques, le rythme ne va pas aider en quoi que ce soit à les réparer de toute la vie. C'est une formation interne, intrinsèque. Mais je vois que cette personne-là est plus profonde, plus fidèle dans ses relations, plus exigeante mais tolérante, etc. Donc je vois 2 catégories d'individus qui se décomposent simplement à leur réaction au rythme. La personne qui est mélodique, la plupart du temps, la catégorie qui est sensible au rythme n'aime pas l'aspect mélodique parce que c'est trop lent. Elle refuse l'aspect mélodique. En revanche, l'autre y excelle. Mais au bout d'un moment, sent un manque. Il n'y a pas assez de richesse. Et là, on est dans le développement historique, littéralement, qui se reproduit dans l'individu. On voit que l'individu, il correspond en quelque sorte au développement organique dans l'histoire de la musique, c'est-à-dire d'abord des percussions. Les peuples occidentaux, par exemple, ne sont pas favorables, si je puis dire, à une percussion dominante dans les thèmes qu'ils composent, et la danse, pour eux, ce n'est pas vraiment leur truc. En revanche, les populations africaines sont plus orientées vers les choses rythmiques, moins mélodiques et encore moins harmonique. La population, la plus expérimentée à mon avis en musique, la population asiatique, est très qualifiée en percussion, très qualifiée en mélodie et très qualifiée en harmonie, mais est restée à un mode d'expression qui n'est pas l'expression bourgeoise, c'est-à-dire pour le plaisir. C'est resté assez fonctionnel. C'est seulement depuis quelques dizaines d'années, je vais dire même un peu moins d'un siècle, qu'elle a pris une autre voie différente et qu'elle donne des résultats équivalents dans tous les domaines. D'ailleurs, on voit que les Japonais et les Chinois sont de très très bons musiciens dans les aspects d'expression dite classique. Et les Hindous, dans tout pratiquement, sont excellents. Ils reproduisent la musique irlandaise à la perfection, sans souci. Voilà. Et donc c'est cet alliage qui montre que les grands chemins humains, les grands chemins de civilisation humaine sont caractérisés par la musique. Il y a eu des travaux qui montrent cette caractérisation. Certains goûts musicaux sont plus spécifiques de certaines ethnies, certains genres de vie, etc. Les pays froids, la plupart du temps, se préoccupent davantage de mélodie que d'harmonie. Les pays tempérés reviennent à l'harmonie, etc. Ce sont des choses subtiles. Et les pays chauds sont plus orientés par le rythme. Est-ce que c'est caractéristique d'un mode d'expression ou c'est inhérent à la situation physique? Je ne sais pas. Mais en revanche, je sais, pour l'avoir constaté, que les Italiens sont très bons chanteurs pour l'opéra, pour la finesse de leur grain de voix par rapport à l'écriture. Les Allemands fournissent de très bonnes voix, beaucoup moins souples, mais beaucoup plus toniques, resserrées, vibrantes. Mais que les Allemands ou les Italiens viennent chanter à Nice, c'est une catastrophe. Tomatis disait que c'était l'impédance qui avait une importance. Voilà, c'était la qualité de l'air. Et moi, j'ai tendance à dire que la vibration de la voix est étroitement liée aux conditions climatiques et tectoniques, littéralement. C'est-à-dire des gens, par exemple, les Bretons, je n'ai jamais entendu des Bretons chanter à voix seule, en soliste. Ensemble, oui.
Et je fais la remarque, puisque c'est la même chose pour les Corses, ensemble ils chantent très bien, seuls beaucoup moins. Et c'est assez singulier parce que la Corse c'est un îlot rocheux, et la Bretagne c'est une plateforme rocheuse très particulière. Donc voilà. Donc je fais ces constats-là, et je les implique, si je puis dire, dans ma recherche, dans mon évaluation. Et c'est pourquoi, quand ça m'est arrivé, je reprends le fil de la question qui a été posée, au début, comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai fait le constat que certains thèmes et certaines modalités de l'expression musicale étaient des calmants. Par exemple, la sixte, c'est un calmant. Ah voilà, oui, je voulais en revenir un peu aux intervalles. Voilà, c'est ce qui peut être noté comme signifiant, qu'est-ce qu'on peut identifier? Alors, il faut considérer l'intervalle vertical, c'est-à-dire de relation harmonique, et la sixte verticale, c'est un calmant, utilisé horizontalement, c'est-à-dire en relation harmonique, c'est-à-dire deux sons simultanés. Quand c'est utilisé en successif, ça n'a pas d'effet. D'accord. La sixte en simultané, voilà, a un effet calmant en successif, c'est-à-dire horizontal, et n'a pas de caractéristiques particulières. Donc ça a une fonction en harmonique, mais pas en mélodique. Apparemment. En revanche, si je fais revenir habilement dans une composition une sixte par rapport à la fondamentale, le résultat sera calmant. Donc on voit que les modalités doivent être adaptées par le musicien, sachant qu'à la base, c'est l'aspect harmonique qui engendre en quelque sorte l'effet. Alors la quinte? Alors, selon mon expérience, j'ai constaté que la quinte rend le tempérament grave, attentif, vers la profondeur, mais exigeant en même temps, stable. Donc c'est un effet harmonique qui, semble-t-il, recentre l'individu, le rend compact autour d'un centre qui n'est pas sensible à l'extérieur, mais qui le calme, non pas dans le genre du sensible, mais dans le genre du comportement général. C'est-à-dire qu'il est moins assujetti, semble-t-il, à une angoisse existentielle, etc. Ça le tranquillise dans ses structures. Voilà. Alors que l'autre, c'est le sentiment qui est tranquillisé. La tierce, c'est les deux modalités de la tierce qu'il faut voir, qui sont simples à comprendre. Le mode majeur, qui va être joyeux, etc., etc. Le mode mineur, donc extérieur et joyeux, et l'autre plutôt intérieur et mélancolique. Voilà. Le rapport de seconde, il n'est pas exploitable parce que c'est lui qui met le maximum de désagréments pour les oreilles. En harmonie. Si, hein, également, si on fait un rapport de seconde en permanence avec la fondamentale dans un morceau, selon la tonalité, le résultat est le même. C'est l'impression d'être dans le déséquilibre complet, dans l'angoisse, dans quelque chose de détestable en fait. Et le demi-ton alors? Alors le demi-ton, il faut l'utiliser à mesure homéopathique littéralement. Il faut être capable de passer du diatonique général utilisé chez nous avec des passages en chromatique, c'est tout. Il ne faut pas utiliser le rapport de demi-ton qui est le dissonant maximum. Là, on est toujours en rapport harmonique les deux à la fois. Hein. Voilà, c'est ça. Pas en successif. C'est ça. Mais en successif, si on s'occupe de les disposer avec une fréquence facile à reconnaître par rapport à la fondamentale, le résultat sera le même. Mais encore plus désagréable. Et il nous manque la carte. Oui, alors la carte, l'effet, c'est un retournement de sixte, hein, d'ailleurs. C'est une autre forme de tranquillité, mais attentive. C'est-à-dire, au lieu d'être à l'intérieur, la personne est tournée vers l'extérieur et, comment dire, en quelque sorte. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'utilise très fréquemment, en entrée de jeu, une structure de sixte pour adoucir, en quelque sorte, le rapport avec le monde sonore, et ensuite de quarte, pour que la personne soit attentive. Après quoi, j'induis la quinte pour la restabiliser, la recentrer, etc. Et je terminerai toujours comme j'ai commencé, de manière à laisser une trace de sensibilité et non pas d'intrusion. Voilà. La Marseillaise commence par une carte. C'est exact. C'est pas pour cela qu'elle est plaisante, je crois qu'elle induit, dans les deux modes qu'elle utilise, le majeur et le mineur, bien justement modulés, à la fois la vaillance, l'envie d'en découdre, l'envie militaire de l'autre côté, et l'envie inverse, c'est-à-dire puisque les paroles parlent de la famille, je pense que c'est l'autre qui est mineur. Voilà, et je pense que c'était choisi justement sur ce fait-là. Je souhaiterais dire, la chose me paraît extrêmement importante, que tout l'artifice de l'artiste musicien,
c'est de faire entrer l'auditeur dans un monde relatif, dans un temps relatif, dans un espace relatif. À savoir, il n'a pas besoin de s'efforcer de se séparer du reste, il est séparé, et c'est ça l'effet. Il nous manque la septième et l'octave. Alors, l'octave, c'est... Vas-y, Non, mais l'octave, il n'a pas de fonction particulière parce que ça donne l'impression qu'on revient au départ. C'est l'impression qui me semble, c'est-à-dire que quand je veux faire que l'effet que j'ai procuré à tel moment soit effacé, littéralement, j'utilise le rapport d'octave avec la note par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire en revenant artificiellement à la fondamentale. Et la septième? Et la septième, je l'induis quand je veux changer de direction pour l'ensemble. C'est-à-dire, en quelque sorte, mettre la personne en danger. La mettre dans une situation où on va essayer de jauger les risques tels qu'elle les perçoit. Ça nécessitera une résolution de toute façon. On a parlé des intervalles. Est-ce que... Alors, il y a quand même quelque chose qui reste pour moi, c'est le côté contrepoint. On les joue en même temps et le côté où on les joue successivement. Dans une mélodie qui nous tourne dans la tête, elles sont successives. J'entends bien, mais en réalité, c'est parce que, mais il faudra peut-être mettre une autre cassette, oui. Il y a quelque chose qui me paraît plus important, c'est maintenant le caractère de la sonorité, c'est-à-dire le tempérament. Pour moi, les instruments qui fonctionnent le mieux et le plus facilement sont la flûte de Pan, la harpe, les instruments à cordes doubles ou triples, les instruments à cordes métalliques parce que ce sont de très fidèles vibrateurs, etc. Et certains sons, dont un est bien connu, le bol tibétain, c'est-à-dire qui ne sont pas, polyphoniques en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec des profusions d'harmoniques comme les cuivres, etc., ou le violon, quelquefois, etc. Mais le violon, du fait de la ductilité du son, est remarquable pour induire des ambiances collectives. À titre individuel, moins. C'est trop sonore par ailleurs. Donc ce qui m'intéresse là, c'est de dire que le rapport de silence et de bruit est extrêmement important dans une cure. Et ça s'étoffe. Par exemple, les gens énervés, là je vais donner une chose qui est assez amusante, c'est un concert qu'on avait donné pour un hôpital d'aliénés. Et on avait eu droit à 2 séances, la séance avec les adultes et vieillards et la séance avec les enfants. Les vieillards, lorsqu'on jouait de la percussion, avaient tendance à se remettre au fond de leur chaise et avoir une attitude resserrée sur eux-mêmes. En revanche, les enfants, ils étaient comme ça face à la percussion, ils regardaient, ils écoutaient. Donc on voit que là, en effet, c'est polarisé. Et mieux que cela, à un moment, le musicien a retourné le gros tambour, il s'agissait d'un tambour qui faisait quasiment 80 cm de large sur 1 mètre de haut, et qui n'avait qu'une seule peau. Par conséquent, il y avait un trou. Et un enfant s'est décroché sans y penser, a foncé et s'est mis dans la percussion, la tête dans la percussion, littéralement. Donc il y a une attraction pour les jeunes avec le son de percussion à peau souple, alors que chez les vieillards, c'est l'effet inverse. Donc je vois que chez les vieillards, la notion vitalisante de rythme se restitue par une crispation. Donc c'est cette dialectique sur laquelle je me suis basé pour comprendre comment ça fonctionne et sur quel principe. Je vais devoir le